Dans les quartiers populaires de Caracas, plus personne ne mange à sa faim. Marco, chauffeur de taxi, ne peut plus rien acheter dans l'épicerie du coin depuis des mois. C'est combien les côtelettes? 15 000 bolivars. Putain, ça douille. Le problème, c'est qu'avec ce que je gagne, je ne peux pas m'offrir du jambon. Je peux même pas acheter un demi-kilo, ni même 250 grammes. L'épaule de porc est à 24 300. Le jambon fumé de 25 000. Pour quelqu'un qui est au salaire minimum, c'est 45, non, pardon, 60 jours de travail pour acheter 1 kilo de jambon. En un an, les prix ont été multipliés par 20 000. C'est complètement dingue. Les prix sont incontrôlables. Personne ne peut débourser de telles sommes. Les patates sont à 5 000. Plus d'une semaine de salaire. Le kilo de banane, 2 à 3 jours de travail. Un paquet de biscuits au beurre, c'est plus d'une semaine de travail. La tablette de chocolat, c'est 2 mois de salaire. Qui peut se payer du chocolat aujourd'hui? Les gens achètent peu, hein. La dame, elle prend 3 œufs et un peu de charcuterie. Et encore, c'est pas sûr que ma carte passe. On va voir si j'ai assez sur mon compte. Et voilà, ma carte a été refusée. Vous voyez? Elle peut jeter que les œufs. C'est comme ça, on n'a plus qu'à s'en remettre à Dieu. Si moi je m'en sors pas, comment font les autres? En seulement 3 ans, cette crise économique sans précédent a précipité 80% de la population vénézuélienne sous le seuil de pauvreté. Pour survivre, beaucoup s'en remettent à l'aide alimentaire d'État, distribuée dans tout le pays. Avant de vous remettre votre carton, je vais vous montrer ce qu'il contient. Du lait en poudre, des pâtes et surtout... de la farine de maïs et autres produits de première nécessité. 1 carton par mois et par famille pour 3 centimes d'euros. C'est un palliatif à la crise. Ça nous aide. Mais ce serait bien qu'on l'ait tous les 15 jours. Si je suis fatiguée de la crise, j'en peux plus. Merci au comité local. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ça dépasse les bornes. Les distributions de nourriture ne font plus illusion. Et la révolte gronde contre le régime socialiste mis en place il y a 20 ans par le commandant Hugo Chavez. Caracas, la capitale, est aujourd'hui quadrillée par l'armée et la police. Nous filmons ce reportage clandestinement, derrière les vitres teintées d'une voiture. 10 journalistes étrangers ont été arrêtés et expulsés pendant notre tournage. L'homme fort du pays, le successeur de Chavez, c'est Nicolás Maduro, réélu président à l'issue d'un scrutin très contesté. Je suis là debout devant vous, prêt à tenir les rênes de notre démocratie pour conduire le peuple vers un meilleur avenir, vers un destin supérieur. En janvier, quelques jours après ce discours d'investiture, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, 35 ans, s'autoproclame président par intérim. Il est soutenu par les États-Unis et cette semaine, il a été reconnu par la France. Cette crise politique déclenche des émeutes en centre-ville. Et pour la première fois depuis 20 ans, les banlieues populaires, qui jusqu'ici soutenaient le régime, se retournent contre lui.
À la nuit tombée, la répression policière est féroce. Nous avons pu récupérer des images filmées par des habitants de ces quartiers. La garde nationale attaque le peuple. Je ne peux pas allumer le flash, sinon ils vont me tirer dessus. Les forces spéciales de la police tirent à balles réelles sur les manifestants. Bilan, après 2 nuits d'affrontements, 35 morts. Trois jours plus tard, dans la banlieue ouest de Caracas, une famille pleure toujours. Robert Cabello avait 33 ans. Célibataire, cet électricien vivotait dans ce petit appartement avec sa mère. Deux de ses sœurs nous conduisent sur le lieu de la manifestation où il est tombé sous les balles. Regardez, c'est le sang de mon frère. C'est ici qu'il est tombé. La balle l'a touché ici, au cou. Les policiers étaient au carrefour. C'est de là-bas qu'ils tiraient sur les manifestants. Robert habitait ici, au coin de la rue. Comme beaucoup dans ce quartier, il a longtemps soutenu le régime mis en place par Hugo Chavez. Il est là, notre frère. Le jour de sa mort, Robert manifestait pour la première fois de sa vie. Au début, il soutenait beaucoup le gouvernement. Mais petit à petit, il a vu les erreurs qui ont été commises. Il manifestait pour la liberté, pour la santé, pour l'avenir de ses petits-neveux. Aujourd'hui, au Venezuela, qui peut subvenir à ses besoins? Avec un salaire minimum, tu peux rien acheter. On ne peut rien acheter. Et maintenant, en plus, on n'a même plus le droit de protester. Sinon, on t'assassine. Cette défiance envers le pouvoir est à la hauteur du déclassement vertigineux dont souffrent les Vénézuéliens. Marco, le chauffeur de taxi, a vu son pouvoir d'achat divisé par 16 en 3 ans. Ce père divorcé a désormais du mal à nourrir ses 2 filles qu'il élève seul. Maria, 11 ans, et Diana, 12 ans. Avant, j'étais grosse, mais maintenant, je suis toute maigre. Et mes copines, c'est pareil. Et tu manques de nourriture? Tu as faim des fois? Oui. Marco gagne 4 fois le salaire minimum, l'équivalent de 20 € par mois. Mais il ne peut offrir que 2 repas par jour à ses enfants, sans fruits, ni légumes, ni viande. L'œuf que j'ai cuit, je le coupe en 2. Tu vois, c'est mince comme une feuille. Je la mets dans la galette, sans autre accompagnement et sans beurre. Parce qu'une livre de beurre, ça coûte 5000 bolivars. Une semaine de travail. Diana, viens manger. Mais viens, Diana. C'est bon la galette? Tu trouves ça bon, Nadia? Allez, mange, faut qu'on y aille. Même l'eau potable est devenue un luxe. Au Venezuela, l'eau est dégueulasse. C'est comme si elle sortait du caniveau. Ça empeste, c'est imbuvable. Regarde, elle est jaune. On peut pas la boire même en la faisant bouillir. Alors tous les matins, après avoir déposé ses filles à l'école... Bisous, quand tu sors du collège, tu passes un coup de fil. Hein. Marco part ensuite faire sa corvée d'eau. J'espère qu'il n'y a pas trop la queue, sinon je reviendrai plus tard. Bonjour. Je prends la suite.
Ça, c'est de l'eau qui vient directement de la montagne. C'est de l'eau de source. Et tout le monde fait ça dans le quartier? Oui, la majorité, parce que l'eau minérale, c'est trop cher. Le litre d'eau minérale est aujourd'hui 3000 fois plus cher que le litre d'essence dans ce pays qui dispose des plus importantes réserves pétrolières au monde. Même si le carburant est quasiment gratuit, le chauffeur de taxi ne fait plus recette, faute de clients. Je sais pas comment je vais faire aujourd'hui pour amener de quoi manger à mes filles. Je suis là, je tourne, mais personne ne me demande. Parce que la course est devenue hors de prix. Et pourquoi? C'est 3000 bolivars minimum. C'est beaucoup d'argent. Ça représente une semaine de travail pour un travailleur. Regardez, les gens, ils préfèrent marcher. Et il y a presque plus de transport public. Et pourquoi? Parce que l'entretien, les pièces détachées, l'huile de moteur, ça coûte trop cher. Les recettes ne couvrent pas les frais. Pour espérer attraper un bus, il faut attendre des heures. Toutes les infrastructures sont saturées ou défaillantes. À cause de l'inflation galopante, le pays n'a plus les moyens d'importer des produits d'équipement, ni même des médicaments. À l'hôpital public pour enfants de Caracas, des militaires montent la garde. L'accès à la presse est strictement interdit par le régime. L'hôpital, c'est la honte du pays. Nous y pénétrons en caméra cachée, grâce à Judith. Elle gère une ONG qui ne cesse de dénoncer les conditions d'hospitalisation des enfants. Ici, elle est très appréciée du personnel. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas ici. Les services basiques ne sont plus assurés. Le service de neurochirurgie est à l'abandon. La radiologie et le laboratoire sont hors d'usage. On attend qu'ils réhabilitent, mais depuis 3 ans, ça n'a pas bougé. Au service néphrologie, des mères de famille acceptent de nous raconter le quotidien de leurs enfants. Le petit Yandel est ici depuis 3 semaines pour une infection rénale. Mon fils a 12 ans. Au lieu de s'améliorer, son état ne cesse d'empirer. L'hôpital ne fournit qu'un tout petit peu d'antibiotiques. Il t'en donne pour 3 jours, alors que le traitement dure 21 jours. Comment voulez-vous que son état s'améliore? On lui en donne au début, et puis ils arrêtent le traitement une semaine, et puis à nouveau ils en redonnent un petit peu. Dans le lit d'à côté, le petit Andrés, 4 ans, en attente de dialyse. Il a besoin d'un cathéter, mais il n'y en a pas dans le pays. Celui qu'on a trouvé, on est allé chercher en Colombie. Il y a 2 tubes qui servent à tirer le sang et à le nettoyer. C'est grâce à cela qu'il peut rester en vie. Ça lui sert de rein. Mais ici, au Venezuela, le gouvernement ne te donne pas de cathéter. Non, il faut aller chercher soi-même à l'étranger. Ça vaut 380 000 bolivars. C'est l'ONG de Judith qui a payé les cathéters, mais elle ne peut pas sauver tout le monde. Ici, en une seule journée, 5 enfants sont morts faute de traitement. C'était leur copain. Il y a une fille qui avait 15 ans, l'autre en avait 12, et un enfant de 6 ans aussi. Les infirmières font avec les moyens du bord. On est obligé de nettoyer avec de l'eau ici. Il n'y a pas de désinfectant. On n'a que de l'eau. Le personnel travaille avec ses chaussures de ville. On n'a pas de chaussures spéciales. On a des pénuries de gants stériles, alors que c'est indispensable pour faire des soins, pour poser un cathéter. On travaille avec des gants communs qui ne sont pas stérilisés et qui sont susceptibles de porter des bactéries. Et donc, on peut contaminer tous les patients qu'on manipule. Pour alimenter les patients en oxygène,
les infirmières n'ont pas les bons tuyaux. Tu vas voir comment on improvise. Elles doivent découper des gouttes à gouttes avec des scalpels rouillés ou des ciseaux de papeterie pour les adapter aux échangeurs d'oxygène. C'est pour oxygéner le patient. Vous voyez, le masque se connecte ici. On improvise. Malgré une situation sanitaire dramatique, le président Maduro refuse de laisser entrer l'aide humanitaire internationale au Venezuela. À Caracas, même les morts ne sont pas tranquilles. Le père Herman Briceño est l'aumônier d'un des plus grands cimetières de la capitale. Cette tombe a été profanée. Là-bas aussi, tout a été saccagé. Leur motivation, c'est le vol. Ils pillent les tombes pour récupérer les bijoux de valeur qui reposaient avec le défunt. Les dents en or, les colliers, bagues, boucles d'oreilles, tout ce que porte le défunt. Personne n'aurait imaginé que des choses pareilles se produiraient un jour. 65% des tombes ont été pillées. Même le mausolée d'un ex-président mort en 1898 n'a pas été épargné. Cette crise, les Vénézuéliens comme Marco la vivent au quotidien. Mais quand ils allument la télévision, on leur raconte que tout va bien. Ce projet constitutionnel et émancipateur a fait de notre République la plus démocratique au monde. Ils parlent du chavisme, de la révolution. Ils disent qu'ils luttent depuis 20 ans pour le bonheur du peuple. Le socialisme, c'est de la pure propagande. Il n'y a pas d'information indépendante. L'État a fermé Caracol, il a fermé CNN et TN24. Toutes les chaînes qui racontaient la réalité du Venezuela. Regarde les chaînes d'État. Ils ne parlent pas des manifestations de l'opposition. Rien de rien. On n'entend jamais la parole de l'opposition. Rien. Ce jour-là, la télévision diffuse en direct une manifestation de soutien au président Maduro. Des images qui n'abusent ni Marco, ni son voisin. Ouais, salut. Allez, on se prépare à la marche de l'opposition, contre le gouvernement. Regarde-les, eux. Ils n'ont plus que ça comme soutien dans leur manif. Personne. Et tous ceux qui y vont, ils sont forcés. J'ai une amie, elle est fonctionnaire. Regarde le message qu'elle m'a envoyé. Ils sont obligés à manifester. Elle travaille pour la Banque du Venezuela. Regarde. Je suppose que par la pensée, je serai dans le même camp que toi. Ah, t'as vu? Ils sont forcés, je te dis. Ils sont forcés à manifester. Ce jour-là, Marco lui aussi descend dans la rue avec ses filles. Mais pour manifester contre Maduro, comme des dizaines de milliers de Vénézuéliens. Le peuple n'a plus peur. Le Venezuela n'a plus peur. Samedi dernier, Marco défilait une fois de plus pour réclamer le départ du président Maduro et l'organisation de nouvelles élections. Une pression de la rue et du peuple, face auquel le régime reste sourd. Ah non, c'est pas le bon. Comme il a un panneau jaune, je pensais que c'était le mien, mais c'est pas celui-là. Ah, le voilà. Maribel s'est levée à l'aube pour aller faire ses courses au supermarché. C'est vraiment très dur d'attraper un bus qui n'est pas bondé. C'est très dur.
Cette mère de famille de 44 ans est très stressée. La veille, une amie lui a refilé un tuyau qui vaut de l'or au Venezuela. Elle m'a averti par texto que ce matin, ils vendraient de la farine chez Barata. C'est un supermarché. Il faut impérativement que j'arrive le plus tôt possible. Sinon, je n'arriverai pas à en avoir. Il y aura déjà trop de monde. J'ai le cœur qui s'emballe. J'aimerais déjà être au supermarché. Cela fait 2 semaines que Maribel cherche désespérément à acheter 1 kilo de farine. Le Venezuela est frappé par des pénuries massives d'aliments de première nécessité que les consommateurs ne peuvent acheter qu'à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est mon tour d'aller au supermarché parce que c'est vendredi. Regardez le numéro de ma carte d'identité. Il se termine par 9. Ça détermine mon jour de passage. Si je ne réussis pas à en acheter aujourd'hui, je n'aurai pas le droit de le faire un autre jour. Après 2 heures de bus, Maribel arrive à temps pour l'ouverture de l'un des rares supermarchés de la ville qui a été approvisionné. Ça y est, je suis enfin arrivée. J'ai bon espoir de réussir à en acheter. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Oui, il y a énormément de monde. Au moins 1500 personnes. Cette réalité, le régime ne souhaite pas la montrer à la presse étrangère. Nous réalisons ce reportage clandestinement. Ces gens font tous la queue comme moi pour acheter de la farine. On a le droit à 4 paquets par personne. La farine de maïs, un aliment de base au Venezuela. Elle est vendue ici à bas prix, car subventionnée par l'État. Pour s'en procurer, les premiers sont arrivés au milieu de la nuit. La file fait plus de 500 mètres, 4 heures d'attente minimum. Les clients entrent par petits groupes, sous la surveillance de la police. Trois heures après l'ouverture, 300 personnes ont été servies en farine quand la direction diffuse un message par haut-parleur. Écoutez. Ils disent qu'il n'y a plus de produits. Vous entendez? Voilà. C'est comme ça tous les vendredis. Auparavant, Maribel vivait confortablement. Il y a moins de 10 ans, le Venezuela était l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, grâce à ses immenses réserves de pétrole. La chute des cours du baril et la gestion autoritaire d'Hugo Chávez et son successeur Maduro ont précipité le pays dans la plus grave crise économique de son histoire. Les prix ont augmenté de 2000% cette année et près de 8 habitants sur 10 sont aujourd'hui touchés par la pauvreté. Maribel a perdu son emploi de vendeuse après la faillite de son employeur, il y a 3 ans. Bonjour. Depuis, elle a emménagé dans la cave de cette maison, dont elle est pourtant propriétaire. J'habite au sous-sol, parce que je suis obligée de louer le rez-de-chaussée. Je perçois un loyer de 6 € par mois. C'est avec ça que je survis. 6 €, c'est un peu plus que le salaire minimum. C'est là que je garde les légumes. Vous voyez, c'est vide. Venez voir le frigo. C'est vide. On n'a pas de viande non plus. Il me reste un peu de riz et de la farine de maïs. C'est pour nourrir combien de personnes? C'est pour 5 personnes. 4 femmes et un bébé. Tous les jours, je me demande comment je vais leur donner à manger. Au déjeuner et au dîner. Maribel est divorcée. Elle assume seule les dépenses de la famille. Voici mes 2 filles et mon petit-fils. Il y a aussi la grand-mère, de 85 ans. Mais qu'est-ce qu'on mange, maman? Aujourd'hui, il y a des pâtes et de la banane. Tu trouves qu'on mange pas assez? Ouais, un peu. Une seule banane pour 5 personnes. Avant des bananes, on en mangeait 3 fois plus.
Viens, maman, installe-toi ici. Mange, maman. Parfois, Maribel n'a qu'un seul repas par jour à offrir à sa mère et ses enfants. C'est injuste. Je ne peux pas nourrir mes enfants correctement. Pleure pas, maman. On va sortir de ce cauchemar un jour. On aura des temps meilleurs. T'inquiète pas. Maribel a encore une après-midi pour trouver à manger. Elle nous emmène au supermarché du quartier. Ici, pas de file d'attente, car en rayon, aucun produit de base subventionné, mais des marchandises que l'immense majorité des Vénézuéliens n'a plus les moyens de s'offrir. Les gâteaux pour les enfants, c'est hors de prix. Il faudrait que je travaille une semaine pour m'offrir un paquet. En 2 ans, Maribel a vu son pouvoir d'achat divisé par 30, à cause de la dévaluation vertigineuse de la monnaie et de l'inflation galopante. Les petits pois aussi, c'est une semaine de salaire pour ce petit paquet. Le papier toilette, 370 000 bolivars les deux. J'en achète plus depuis 6 mois. Les cosmétiques ou les couches pour bébés ont aussi atteint des sommets. À la caisse, les clients n'achètent qu'en toute petite quantité. Et les produits de base subventionnés sont toujours en rupture de stock. Ma chérie, tu as du riz? De la farine? Non, dans la rue. Dans la rue. Vous voyez, je sors du supermarché et là on trouve tout ce qu'il n'y a pas dans les magasins. Combien la farine? 110 000 bolivars. Et le riz? 110 000 aussi. Bonjour. Au marché noir, on trouve de tout, mais c'est 2 à 3 fois plus cher qu'en rayon. Et surtout, il faut payer en espèces. Suivez-moi. Mais pour avoir du liquide, c'est encore une autre galère, car le pays souffre aussi d'une pénurie de billets. À la banque, les retraits sont limités par le gouvernement à 10 000 bolivars par jour et par personne, moins d'1 centime d'euro. Pour pouvoir acheter 1 kilo de farine au marché noir, je dois venir faire la queue chaque jour pour retirer 10 000 bolivars seulement à chaque fois. Et ça, pendant 3 semaines. 1 heure plus tard... Enfin. Autant d'attente pour que dalle. Avec ça, je ne peux même pas acheter un œuf. J'ai pas assez. Une fois de plus, Maribel rentre chez elle les mains vides, résignée. Pour survivre, d'autres pères et mères de famille sont devenus des hors-la-loi. Comme ici à San Cristobal, une ville située à 50 km de la frontière avec la Colombie. Freddy a accepté de témoigner à condition qu'on dissimule son visage. Allez, allons-y. Ce chauffeur de taxi de 52 ans doit nourrir une femme et 2 enfants. C'est une vieille bagnole. À cause de la crise, Freddy n'a plus beaucoup de clients dans son taxi. Alors depuis 3 ans, il s'est lancé dans la contrebande de nourriture avec son associé, Andrés, 57 ans. Salut beau-frère. Lui est mécanicien. Il est au chômage. Bon, j'ai la tarte. Un gâteau cuisiné par sa femme. J'ai aussi 3 paquets de galettes. On va aller vendre ça en Colombie. J'ai des sodas aussi. Avec l'argent qu'on va récolter, on va pouvoir manger. On appelle ça le trafic de fourmis, parce qu'on passe de petites quantités, petit à petit. Comme les fourmis, tu vois, qui font plein d'allers-retours pour remplir leur maison. Le business des 2 beaux-frères est simple. Acheter au Venezuela des produits qu'ils revendent plus cher en Colombie, un pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé. La viande rouge est hors de prix pour un Vénézuélien. Bonjour. Mets-moi 1 kilo. Mais même revendu 2 fois plus cher en Colombie. Va pour 1,5 kg.
Elle est là-bas bon marché. Parfait. À force de petits trafics, Andrés et Freddy ont constitué un petit pécule qui leur permet d'investir dans la viande. Vous en vendez encore beaucoup de la viande? Non, les ventes ont baissé à cause de la hausse des prix. Presque tous les gens qui m'achètent de la viande aujourd'hui, c'est pour aller la revendre de l'autre côté de la frontière. Et quand tu la passes, faut bien la planquer, hein. Sinon tu te fais prendre. Faut pas que la garde nationale nous attrape. Revendre de la nourriture à l'étranger est illégal au Venezuela. Un délit puni de 1 à 3 ans de prison. Allez, mets les gâteaux par-dessus. Faut bien tout cacher pour qu'on ne voit rien, hein. Allez, c'est bon. La frontière est à 2 heures de route. Baisse la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la garde nationale. Andrés et Freddy passent 3 barrages militaires vénézuéliens et arrivent dans la ville de San Antonio, toute proche de la frontière. Ils vont maintenant continuer à pied pour passer la douane vénézuélienne, puis colombienne. Je suis toujours un peu nerveux, parce que si la douane me saisit la marchandise, je perds tout mon argent. Et là, il n'y a plus de business pour moi, et je ne peux plus me nourrir. Entre le Venezuela et la Colombie, seulement 7 ponts pour 2200 km de frontière. La circulation routière est interdite depuis 3 ans pour limiter la contrebande. On ne peut passer qu'à pied, après des heures d'attente en plein soleil. Messieurs, dames, documents d'identité en main, s'il vous plaît. Montrez vos papiers. Chaque jour, plus de 40 000 Vénézuéliens font l'aller-retour entre les deux pays. Pardon, madame, ouvrez votre valise. 4 fonctionnaires des douanes colombiennes essayent d'empêcher la contrebande de nourriture. Celle-là aussi. Qui passe dans la plupart des bagages. Attendez, monsieur, montrez-moi quand même le cartable de la petite. On va saisir la marchandise, monsieur. Vous savez très bien que c'est interdit d'entrer dans le pays avec ça. Les trafiquants savent qu'avec de petites quantités, ils ne risquent en Colombie ni amende ni poursuite. Les douaniers saisissent la marchandise pour des raisons d'hygiène, mais surtout pour empêcher une concurrence déloyale avec les produits colombiens. C'est interdit, madame. Le poulet en saisit. Mais attendez. C'est pour mon grand-père. Non, madame, nous avons l'ordre de détruire toutes les marchandises illégales. Toute cette marchandise, on met de la chaux dessus pour la rendre impropre à la consommation. Rien que depuis ce matin, on a saisi tout ce que vous voyez là. On saisit 300 à 400 kilos de viande par jour. Après 2 heures de queue, Andrés arrive à la douane colombienne, avec dans son sac 1,5 kg de viande et des gâteaux. En 3 ans, à raison de 3 passages par semaine, tout s'est bien passé. Andrés ne s'est jamais fait prendre. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de problème. Tiens, prends le gâteau de maman. La première ville colombienne, après la frontière, est un immense marché informel. Tous sont vénézuéliens, tous vendeurs à la sauvette. En quelques heures ici, ils gagnent plus qu'en travaillant une semaine au pays. Alors ils vendent tout ce qu'ils peuvent. De la ferraille au poids, et même leurs cheveux, qui serviront à fabriquer des perruques. On achète des cheveux, on achète des cheveux. Eh beauté, on t'achète quelques mèches à bon prix, ma jolie. 2 € les 5 mèches.
Je fais ça pour pouvoir acheter le nécessaire pour mes filles. Merci ma chérie. Andrés et Freddy, eux, se sont constitués un petit réseau de particuliers chez qui ils livrent leurs marchandises. Ça va bien? Bonjour madame. On est des amis de votre frère, il nous a dit que vous seriez intéressé par un peu de viande rouge. Merci madame. C'est bon, on y va. En un aller-retour, les deux beaux-frères ont doublé leur mise. Ils rentrent chez eux avec en poche l'équivalent d'une semaine de salaire minimum chacun. Mais sur le fleuve Táchira, frontière naturelle entre les deux pays, une autre marchandise fait l'objet d'un trafic beaucoup plus rentable, mais beaucoup plus dangereux. Chaque jour, des milliers de bidons d'essence sont transportés à dos d'homme ou sur des bicyclettes du Venezuela, gros pays producteur de pétrole, vers la Colombie. Des dizaines de pistes clandestines dont le contrôle et la manne sont disputées par des groupes armés, guerrieros, paramilitaires et éléments corrompus de l'armée vénézuélienne. Diego, 23 ans, est l'un de ces passeurs qui se risquent à transporter l'essence sur le fleuve. Et ici, le trafic d'essence fait vivre des milliers de familles. Ça, c'est une file d'attente de particuliers. Ils attendent leur tour pour faire le plein à la station. Une file d'attente longue d'1 kilomètre. La queue est aussi longue parce que les gens savent qu'en revendant de l'essence, ils s'en sortent mieux qu'en travaillant toute une journée. Certains peuvent attendre pendant 3 jours, de l'aube au coucher du soleil, pour faire le plein à la station. Le carburant est distribué quasiment gratuitement par l'État, qui a le monopole. 1 litre d'essence est 3000 fois moins cher qu'un litre d'eau minérale. Cela paraît complètement insensé, mais avec l'argent d'une sucette, on peut faire 22 fois le plein de sa voiture. Les automobilistes revendent ensuite leur carburant aux passeurs, comme Diego. Ces journées commencent dès 5 h du matin. Je prépare le petit déjeuner. Il vit avec Diana, 21 ans. Regardez, notre fils se réveille. Tu viens faire un bisou à ton papa? Allez, viens. Maman va te faire à manger. Diego gagne près de 70 € par mois grâce à la contrebande. Plus de 10 fois le salaire minimum vénézuélien. On a de la farine, des pâtes, des petits pois, du beurre. C'est grâce à l'argent que je me fais avec la contrebande. Comme vous le voyez, dans le frigo, on a des saucisses, des spaghettis, du riz, on peut acheter tout ça. C'est sûr que nous, on vit mieux que ceux qui habitent dans l'intérieur du pays ou à Caracas. Il y a encore un an, Diego était ouvrier dans une usine de chaussures. Son entreprise a fermé faute de matières premières. Il dit avoir pris les chemins de contrebande par obligation. Malgré les risques, il y a des morts toutes les semaines. C'est très dangereux de faire ce boulot sur le fleuve. Il y a souvent des fusillades. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a plein d'innocents qui sont morts là-bas. Ça me fait peur. Ils se battent pour le contrôle des chemins de contrebande, où ils se disputent des cargaisons d'essence. Ces fournisseurs d'essence sont souvent des voisins ou des amis qui ne veulent pas prendre le risque de passer la frontière, comme Johnny. Je suis là. T'es prêt à décharger l'essence? Et t'as pas de tuyau, je suppose? C'est de quel côté le réservoir? Tu l'achètes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'en propose 2 € les 25 litres. Parce qu'en ce moment, on me la rachète moins de 5 € de l'autre côté. Ça te va, toi?
Bah, j'ai pas le choix, il faut bien que je la vende, cette essence. Et vous faites ça tous les jours? Oui, tous les jours. Il faut bien que je me débrouille pour faire le plein à la station. Ça me permet de couvrir les dépenses quotidiennes. On est tous obligés de vivre de ça ici, mon gars. Qu'on le veuille ou non. Johnny conduit Diego à 100 mètres du fleuve, sur l'un des 170 chemins de contrebande qui mènent à la Colombie. À chaque voyage, il emporte 2 bidons de 37 litres chacun. Il traverse le fleuve à pied. De l'autre côté, la Colombie. Sur ce seul chemin de contrebande, plus d'une centaine de porteurs. 15 000 litres de carburant sont transportés ici chaque jour. Après 15 minutes de marche, avec 60 kilos sur le dos, les passeurs font toujours une pause. Voilà, on est arrivé à l'aire de repos. Les gars qui vont nous acheter l'essence sont un peu plus loin là-bas. Au bout du chemin, des dizaines de trafiquants colombiens attendent avec leur voiture ou leur moto. Diego trouve rapidement un acheteur. Le propriétaire de ce pick-up transvase une partie du carburant directement dans son réservoir. Il revendra ensuite l'essence à des automobilistes dans la rue, moitié moins cher que dans une station colombienne. Tu vois, j'ai investi 6 € et j'ai fait 7 € de bénéfices en un seul voyage. La différence avec le salaire que je pouvais gagner à l'usine est vraiment énorme. Depuis notre tournage il y a 3 semaines, le bolivar a perdu la moitié de sa valeur, réduisant encore un peu plus le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. À la frontière, le trafic de la faim n'est pas près de s'arrêter.